Vous vous rendez bien compte que tous vos élèves sont différents et que donc il va falloir à un moment s'adapter à chacun. C'est ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Vous êtes motivé, vous voulez vous lancer, sauf qu'en fait, quand vous regardez ce qu'il faut faire, vous avez l'impression que c'est compliqué, long, etc. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre façon de différencier, enfin plusieurs pistes pour différencier simplement. La différenciation, tout de suite, on a l'impression que c'est une espèce de machine à gaz avec plein de cases. Pourquoi? Parce que l'idée préconçue qu'on a, c'est que comme on a des élèves qui ont des profils différents, et ben, si on veut différencier, il va d'abord falloir regarder quel élève a quel profil, puis ensuite créer plusieurs activités pour que chaque élève puisse avoir l'activité qui lui correspond. Et forcément, ça prend du temps et de l'énergie. Donc je ne dis pas que cette technique-là, elle est inopérante, non, elle fonctionne. Sauf que vous voyez, comme elle est lourde à mettre en place, c'est difficile notamment de faire ça tout au long de l'année. On peut faire ça sur quelques séances à quelques moments, mais du coup, il y a cette idée de, ok, on différencie, mais pas tout le temps. Donc, bon, on peut la garder pour certains endroits, mais voilà, je vais vous présenter d'autres pistes qui permettent de le faire plus simplement, notamment en classe adaptative, comment être en fait tout le temps en train de différencier simplement. Avant de voir comment différencier, on va se demander, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on différencie ? Le bon concept que je trouve pour comprendre cette notion de différenciation, c'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement. La zone proximale de développement, c'est un nom un peu compliqué pour quelque chose qu'on intuite tous, c'est que quand on est en train d'apprendre quelque chose, si on m'apprend quelque chose qui est trop simple, en fait je vais m'ennuyer donc je ne vais pas bien apprendre. Et si au contraire on me demande d'apprendre des choses qui sont trop complexes ou je ne comprends même pas l'énoncé, en fait je vais m'ennuyer aussi puisque je ne vais pas y arriver. Et entre les deux, il y a une zone, la zone proximale, où c'est ni trop dur, ni trop simple, où là du coup je vais pouvoir vraiment m'engager dans la tâche, rentrer dans l'état de flow, où vraiment on est dedans très concentré, et où c'est là où vraiment le cerveau va apprendre de façon optimale. Donc le but c'est d'aller rechercher pour que tous les élèves soient dans cette zone proximale de développement. Or, cette zone proximale de développement dépend de ce que les élèves ont appris avant, de leur capacité, de leur efficacité d'apprentissage, et donc comme on a des zones proximales de développement qui sont toutes différentes, on se dit que je n'ai pas le choix, si je veux différencier, il va falloir que je donne des activités différentes en fonction de la zone proximale de développement des élèves. Et le présupposé qui est faux là-dedans, c'est de dire que les activités, elles sont forcément étroites. Parce que comme souvent on donne des activités guidées, ou c'est un petit peu des activités de triviale poursuite où il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse, ou en tout cas on s'attend à voir un certain niveau, du coup il y a plein d'élèves qui n'arrivent pas à rentrer dans la tâche, par exemple en français parce qu'ils ne comprennent pas le texte, et inversement, une fois que c'est fini, on s'ennuie. Donc forcément, on se retrouve avec une zone d'activité qui est faible. Donc la première piste, c'est simplement de faire des activités que j'appelle sans plancher, sans plafond. C'est-à-dire que comme c'est bas de plancher, n'importe quel élève peut rentrer dedans. C'est-à-dire notamment diminuer fortement les mots dans les consignes. Très très peu de consignes. Moins on met de consignes, plus on est sûr que tous les élèves ont accès à la tâche. Donc par exemple, moi en TP, mon TP c'est juste une phrase. Si vous faites étudier un texte en français, peut-être commencer par des textes simples et proposer peut-être plusieurs textes que l'élève puisse choisir, ou tout simplement dites à l'élève, choisis le texte. L'avantage, si on dit à l'élève choisir, les élèves vont naturellement se placer dans leur zone proximale de développement. Donc, plus on les laisse choisir, plus les consignes sont larges, plus ils vont naturellement se poser à un endroit où ils vont pouvoir apprendre de façon optimale. Et sans plafond, ça veut dire des tâches qui en fait ne se finissent jamais. Il y a toujours ces problèmes où en fait, comme il n'y a pas de bonne réponse, mais on peut toujours essayer de complexifier, toujours dire « Ah ok, tu as réussi à faire ça, mais comment tu ferais autrement ?» ou « Comment tu pourrais expliquer aux autres comment faire ?» etc. Pour qu'en fait les élèves qui sont plutôt dans leur zone proximale de développement ne se retrouvent pas « Ah j'ai fini et je m'arrête », mais qu'il y ait toujours des choses à faire dans cette tâche qu'en fait ça ne s'arrête jamais. Par exemple, enseigner, ça ne s'arrête jamais. Jamais on a fini d'enseigner. Jamais on a fini de faire passer une notion. On peut toujours aller dans plus de complexité. Et on peut imaginer de faire cette même logique au niveau des élèves, des choses qui ne sont jamais finies. Et donc une fois qu'on a ces tâches sans plancher, sans plafond, on va pouvoir les donner aux élèves. Les élèves vont naturellement se poser dans leur zone proximale de développement, donc il n'y a pas besoin de regarder quelle zone est où. Et on va pouvoir en faire une seule pour tout le monde. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Quelque chose qui peut aider encore plus, c'est de les mettre par équipe, par groupe. Alors moi je fais des groupes de 4 pour résoudre ces tâches sans plancher, sans plafond. Parce que comme ça va permettre de les rentrer dans le débat socio-cognitif et des choses comme ça. Si vous mettez les élèves par équipe, c'est important de bien vérifier que les zones proximales de développement des élèves soient au même niveau. Parce que si leurs zones proximales de développement sont disjointes,
et ben, vous ne pourrez jamais, même s'ils sont sur une même tâche, soit il y a un élève qui s'ennuie, soit il y a un élève qui ne fait rien. Donc c'est pour ça que moi, je fais des groupes de travail homogènes en termes de zone proximale de développement, en termes de profil d'apprentissage. Donc tous ceux qui sont rapides ensemble, tous ceux qui travaillent beaucoup ensemble, tous ceux qui ont du mal à se lancer ensemble, pour bien que les zones proximales de développement des élèves soient plus ou moins au même niveau. Exemple. Je vais vous donner un exemple très concret de ces tâches et de comment les organiser. À la fin de l'année, sur les 4-5 dernières semaines avant les épreuves du bac, je fais une période de révision et du coup, je vais mettre les élèves par zone proximale de développement, notamment ça correspond souvent à la note qu'ils vont viser au bac, et je leur demande de choisir les TP qu'ils veulent faire et de les réaliser. Donc, comme ils peuvent choisir le sujet, il n'y a pas de plancher, et comme en fait un TP c'est jamais fini, parce que quand ils sont arrivés au bout, je peux toujours lui passer et dire ah mais est-ce que tu peux expliquer telle chose, ou ah bah tiens regarde telle chose, et ben c'est jamais fini. Et du coup comme ça, tous mes élèves sont impliqués dans une tâche, je n'ai pas besoin de me réfléchir à comment les motiver, je sais qu'ils vont être dedans. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne bien pour tout ce qui va être tâches cognitives, compétences cognitives élevées, tout ce qui va être justement synthétisé, analysé, raisonné. Mais comment est-ce qu'on fait sur des tâches plus simples du type savoir ou appliquer? Et bien là, pour différencier, il va falloir se sortir une idée de la tête qui est que plus un élève est en difficulté, plus on doit lui donner de choses. Je m'explique. Quand on voit un élève qui a du mal à comprendre, notamment il rend une copie, il n'y a rien dedans, on a envie de lui donner plein de choses parce qu'il y a plein de choses qui lui manquent pour arriver à ce niveau-là. Lui, il est là, on veut qu'il aille là, il y a tout ça à lui donner. Et en fait, on lui donne tout ça. Donc, on lui donne énormément de contenu. Sauf que plus l'élève est en difficulté, plus, en fait, si vous voulez, sa mémoire ne peut pas retenir deux choses trop en même temps. Donc, c'est comme l'appétit. Si on a quelqu'un qui a du mal à manger, voilà, il ne faut pas mettre plein de choses sur le buffet. Au contraire, il va falloir lui apporter des petites bouchées pour faire grossir son appétit. Donc, quand on a des élèves en difficulté, c'est la question, c'est pas qu'est-ce que je vais lui donner tout pour qu'il puisse, mais quelle est la petite chose que je peux lui donner, en plus de ce qu'il a maintenant, pour le faire progresser au maximum. Et donc d'aller donner des toutes petites choses pour justement atteindre tous les élèves. Quelle est la plus petite chose que je peux donner pour atteindre tous les élèves? Donc typiquement, quelque chose qui fonctionne pour tous les élèves, ça va être sur les savoirs, ça va être des QCM. Des QCM qu'on peut refaire et refaire et refaire. Si on peut le refaire plein de fois, tous les élèves vont pouvoir y arriver. Et au passage, ils prendront leur cours. Sur les savoir-faire, ça va être des banques simples avec des exercices qui se ressemblent tous, pas comme d'ailleurs dans le manuel avec des exercices tous différents, non. Des exercices tous les mêmes pour que les élèves en difficulté puissent bien comprendre qu'en fait c'est toujours la même chose. Donc en classe adaptative, on va retrouver ça justement avec les QCM qui permettent de travailler les savoirs et les exercices corrigés avec les banques d'exemplaires qui permettent justement de faire travailler les savoir-faire. Sauf que là, vous voyez, ce n'est pas vraiment de la différenciation parce qu'on a fait la chose minimum pour les élèves minimum, mais on ne touche pas tout le monde. Et donc l'idée, ça va être de se servir de ces bases pour ces autres élèves pour les utiliser d'une autre façon. C'est-à-dire que par exemple sur les QCM, certes, on peut répondre aux QCM plein de fois pour apprendre son cours, mais ça c'est pour les élèves qui commencent. Mais pour les élèves qui sont un peu plus forts, on peut proposer des questions, par exemple. Proposer des questions qui vont rentrer dans le QCM. Ou on peut demander aux élèves d'imaginer des questions plus difficiles. Ou on peut aussi demander aux élèves de créer des supports de cours, des cartes mentales, des flashcards. Ça peut être même des choses qui vont aider les autres élèves à apprendre. Donc on peut leur demander plein de choses sur le même thème. L'avantage, c'est que les élèves qui ne sont pas en difficulté, on peut leur demander des choses un peu plus floues, un peu moins cadrées, parce que comme ils ont un peu plus d'expertise, un peu plus de recul, ils ont moins besoin d'avoir des consignes très cadrées. Pour les banques d'exemplaires ou les banques d'exercices, on peut leur demander pareil, la même chose, de créer des exercices, d'écrire la correction des exercices. Moi aujourd'hui, je ne fais plus de correction d'exercices, j'en fais en classe, mais c'est tout, parce que dans les banques, c'est les élèves qui l'alimentent. Justement, voilà, comment est-ce qu'on sert d'une banque de façon plus élaborée. Ou pareil, d'imaginer des exercices plus difficiles qui vont toucher plusieurs chapitres, aller les faire chercher plus loin. Donc vous voyez, l'idée de base, c'est de donner les outils de base très cadrés pour les élèves les plus en difficulté et après laisser tous ceux qui sont au-dessus, donc normalement beaucoup d'élèves, utiliser cette base d'une façon différente, avec plus de liberté en leur donnant juste la direction des en bas. Fais-moi quelque chose de plus difficile ou des choses comme ça, pas leur donner les outils, ils n'en ont pas besoin les outils puisqu'ils ont les outils de base, mais leur demander d'aller chercher plus loin en leur laissant de la liberté. Et l'avantage de là, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de construire plusieurs choses, vous construisez que la banque de base ou le QCM de base, et en plus vous pouvez le construire avec les bons élèves. Et ça va permettre de différencier dans le système même de la classe sans faire ces fameuses séances de différenciation. La différenciation se fait un peu tout le temps, partout. Je finis par un exemple. Dans ma classe, je demande à la tête de classe de leur dire là, il n'y a carrément plus de consignes. Je leur dis montrez-moi
que quelque chose qui montre que vous avez compris tel point et je vous valide tel point. Donc, je leur donne même plus aucune consigne, c'est à eux d'imaginer comment ils vont pouvoir me montrer qu'ils maîtrisent. Ou alors, je vais leur dire, faites quelque chose qui aide toute la classe et mettez-le en place. Donc, des consignes très très larges. Et là, la tête de classe va pouvoir vraiment s'en emparer et en plus aller vraiment plus loin que ce qu'on imagine d'eux parce que comme c'est la tête de classe, ils vont être capables de faire des trucs merveilleux et du coup, en plus, de complètement changer la dynamique de classe. Mais on y reviendra dans une autre vidéo sur vraiment comment gérer la tête de classe pour aider la mécanique. Voilà, j'espère que je vous ai donné des idées sur comment ça fonctionne, cette différenciation, comment sortir de ces fameuses séances de différenciation pour différencier au long cours, dans le cours de la classe, etc. Si ça vous intéresse ce que je raconte, n'oubliez pas de partager. Plus la chaîne est connue, plus elle sera connue. Merci l'algorithme de YouTube. Vous abonner, mettre des pouces bleus, des choses comme ça. Et si ça vous intéresse qu'on discute sur ces thèmes-là, abonnez-vous à la bulle pédagogique dont le lien est en description.